Bonjour. Nous avons vu dans un cours précédent les signes électriques de la péricardite avec ses trois composantes, la péricardite aiguë, l'épanchement et l'atteinte myocardique qu'on appelle myocardite. Dans ce cours, nous allons voir les principales étiologies, car la péricardite est un syndrome, le bilan initial que l'on peut faire, par exemple aux urgences ou dans les premières 24 heures, quel que soit le service, et nous évoquerons les nombreux diagnostics différentiels qu'il faut avoir en tête, et la stratégie thérapeutique telle qu'elle est recommandée en 2013. Vous retrouverez toutes les définitions, tous les termes et tous les exemples différentiels dans le site icardiogramme.com. Donc les étiologies, elles sont principalement aiguës et infectieuses. Elles sont dominées d'ailleurs dans ce cas par les causes virales et plus rarement par la tuberculose, à laquelle il faudra toujours penser en fonction des terrains. Elles peuvent être auto-immunes, on trouvera par exemple le lupus, on trouvera aussi de la sarcoïdose dans les maladies inflammatoires, le post-infarctus, l'épanchement péricardique post-infarctus à la 3e semaine ou syndrome de Dressler, les fuites aortiques avec la dissection notamment, anévrismale et qui remplit le péricarde d'un épanchement sanguin. L'embolie pulmonaire peut accompagner une petite réaction péricardique, les causes traumatiques qui peuvent être très graves, la péricardotomie, c'est-à-dire les suites de la chirurgie, les allergies, les médicaments, et dans les formes chroniques, l'insuffisance rénale chronique, qui est en dialyse par exemple, a souvent une charge hydrique qui est répartie dans le corps, la néoplasie de contact ou métastatique au niveau du péricarde, le myxédème, les hypothyroïdies sévères, mal équilibrées, et enfin les irradiations pour traitement de cancer, que ce soit précoce ou très longtemps à distance. Le bilan, il découle de tout ce panégyrique d'étiologie. Donc la radiothorax, bien évidemment, on recherche une pathologie thoracique, on recherche la taille du cœur, on regarde l'aorte, les embolies infectieuses, etc. La thyroïde. La biologie, qui recherche des signes de souffrance myocardique, précisera le terrain et les étiologies. Enfin, une échocardiographie, bien sûr, pour vérifier qu'il y a du liquide ou pas, une atteinte myocardique ou pas, et parfois pathologie structurelle. Enfin, plus rarement, le bilan auto-immune, les sérologies virales, le scanner thoracique et la péricardiosynthèse éco-guidée pour faire certains prélèvements ou traiter le patient à la fois. Enfin, il faut savoir que le plus souvent, les causes sont idiopathiques et qu'on ne retrouve pas, ce qui d'ailleurs expose à des récidives quelques temps après. Alors, voici un exemple d'étiologie. Nous avons un homme de 31 ans qui a une douleur thoracique évocatrice, c'est-à-dire une douleur, vous savez, qui bloque la respiration profonde, qui augmente au mouvement, qui est soulagé, penché en avant et qui n'aime pas être couché. Bref, c'est une douleur parfois qui s'accompagne de signes légèrement généraux, mais pas de dyspnée en général. Bon, alors le contexte est viral ici, donc dans un contexte viral très net, le rhume saisonnier, etc., on peut avoir des atteintes péricardiques et on va bien reconnaître sur cet ECG les signes évocateurs. D'une part, le sous-décalage qui, ici, il est vrai, est assez discret, vous voyez, de PQ. Les ondes P sont peu voltées, donc elles donnent naissance à une repolarisation atriale sous-décalée, assez modeste, mais bien visible dans la dérivation latérale. Juste en regard de ce sous-décalage de PQ, et c'est ça qui est important, il existe un sus-décalage de ST qui est concave vers le haut et qui correspond bien à la marge d'escalier ici qu'on voit dans ces fameuses dérivations inférolatérales les plus triviales. Et on a aussi les grandes ondes T, ces grandes ondes T qui peuvent accompagner certaines péricardites aiguës et qui sont évocatrices. Vous voyez que les QRS ne sont pas modifiés, le patient n'est pas rapide, on va vérifier avec une échographie qui n'a pas de liquide, on lui fait le traitement standard qui montre en général un petit syndrome inflammatoire et ce patient va être traité par aspirine en ambulatoire. Voilà, alors donc un homme de 54 ans qui est diabétique, cette fois-ci il a des signes généraux, d'ailleurs il n'a pas de douleur thoracique, il a des œdèmes des membres inférieurs, une dyspnée, et tout ça sans douleur. Donc son électrocardiogramme est complètement différent de tout à l'heure, il est plutôt sur la base du microvoltage avec tachycardie, tachycardie ici à 105, vous êtes frappé par les QRS qui font moins de 5 mm, ici aussi ils sont peu voltés ces QRS, et donc devant tout microvoltage tachycardie, vous recherchez un sous-décalage de PQ, ici il n'est pas visible puisque les ondes P sont tellement microvoltées que ça ne se verra pas, mais on constate d'une part qu'il existe une séquelle entéroseptale, une anomalie donc des QRS très importante, les ondaires ne poussent pas ici de VA à V4,
et un sus-décalage de ST qui est soit majeur en regard de la séquelle, soit qui diffuse bien au-delà de la séquelle, et c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, D1, D2, donc ce discret sus-décalage de ST accompagné d'une séquelle antéroseptale, d'insuffisance cardiaque droite, doit faire évoquer donc un épanchement péricardique abondant que l'on observe au décours d'un infarctus, et on appelle ça le syndrome de Dressler. C'est une des complications qui nécessite parfois une évacuation du péricarde. En tous les cas, un traitement par aspirine. Voici un homme de 30 ans qui a une douleur thoracique évocatrice, assez typique, telle qu'on vient de la raconter. Hein. On a de la chance, il a un lupus traité. Il a fait d'ailleurs une petite péricardite il y a 3 ans, ce qui va vraiment beaucoup nous aider au diagnostic. Mais sur l'électro, il n'y a pas photo. On observe une tachycardie, donc toujours petit signe d'alarme. Pour rechercher le sous-décalage de PQ, on commence toujours par ça, on le voit, il est là. Dans les dérivations, vous voyez V4, V5, V6, D2, D3, les dérivations qui vont bien, comme on dit. Juste à côté, on a un petit sus-décalage de ST, vous voyez la petite marge d'escalier, légère, qu'on voit dans les dérivations où il y a le sous-décalage. Et cette association est très évocatrice avec une tachycardie, hein, d'un épanchement péricardique, qu'on va d'ailleurs voir ici, qui était minime. Hein, donc il n'y a pas de microvoltage, bien sûr. Quand l'épanchement péricardique est minime, il y a un microvoltage. Hein. La fonction VG est respectée, ce patient a été traité par un petit peu de corticothérapie, puisque c'est le traitement de la péricardite en association avec la colchicine en ambulatoire, puisque tout allait bien. Une femme de 35 ans qui par contre fait un scanner, elle a un cancer métastatique et on est un peu embêté parce que au scanner il trouve un peu un épanchement. Donc on fait l'électro, on va essayer de voir ce fameux épanchement. Est-il présent? Les 3 signes de l'épanchement, c'est la tachycardie comme toujours. Le microvoltage, il est présent. La tachycardie aussi. Et donc le 3e, c'est le sous-décalage de PQ. Il faut aller le chercher, vous voyez. Il est discret. Et il y avait cette petite marge d'escalier ici qui est juste en regard, voyez, cette petite pente ici hein, qui va bien avec le ST. C'est l'association des deux qui est intéressante. Hein. Discret sous-décalage de PQ, sus-décalage de ST. Cette dame a un épanchement péricardique visible. Probablement du liquide, on ne sait pas trop par rapport à son électro de base. Hein, donc on fait une échographie. Et cette échographie confirme ce qu'on voyait au scanner. Hein, un joli épanchement péricardique qui fait, grâce à la graduation ici, environ 15 mm. Qui ne retentit pas sur les cavités droites. Le péricarde est peut-être un petit peu épais ici. Là, cette fois-ci, on est dans le cas d'une maladie néoplasique pour laquelle il y a de l'eau autour du cœur. C'est généralement pas un traitement ambulatoire, ça dépend du pronostic. On commence par des corticoïdes et on surveille attentivement la suite. Voilà. Donc un homme de 25 ans qui a une douleur péricardique plutôt brutale. Et ça, c'est un petit peu atypique. Les douleurs de péricardie peuvent être extrêmement douloureuses, mais brutales, non. Hein. C'est un joueur en plus de basket. En plus, là, il sortait d'une discothèque. Il me dit, non, mais vraiment, ça va pas. J'ai beaucoup dansé. Je sais pas ce qui se passe. J'ai mal dans la poitrine. Donc, on peut regarder cet électro. Si on regarde un petit peu vite comme ça, on voit pas grand-chose. En fait, vous savez que vous êtes dans le groupe de la péricardite, donc il va falloir chercher le fameux sous-décalage de PQ. Hein. Il n'est pas toujours là. Ça dépend de la forme de l'OMP, mais ici on la voit bien. Donc un sous-décalage de PQ qui fait un petit carreau, donc on peut le valider. Hein. Voilà, un petit carreau par rapport à la ligne de base. Vous voyez, la ligne de base est ici, là le sous-décalage est là. Et vous avez juste à côté le sus-décalage qui va bien, de ST, très discret, un petit peu concave, hein, donc toujours dans les territoires plutôt latéral, inférolatéral. Hein, on va le retrouver ici également, très légèrement en VF. Et pas en D3, tiens. Mais alors, il respecte généralement V1 et VL, mais là, ici, je ne sais pas si je suis jeune, on ne va pas pouvoir dire que le segment isoélectrique est normal, c'est probablement égal à son état de base. Donc, méfiez-vous quand même, parce qu'un syndrome péricardique aigu, il faut bien faire la radio, toujours. Vous voyez que ce gros cœur, là, ne va pas du tout par rapport à l'électro qui avait l'air pas mal du tout. Hein. Et puis surtout, comme vous pouvez le voir, il y a une dilatation de l'aorte initiale. C'est un syndrome aortique avec une ectasie de l'aorte, un syndrome de Marfan. Ce patient commençait à fissurer autour du péricarde. Donc franchement, la radio de poumon, c'est tout bête tout ça. L'échographie, on ne l'avait pas faite chez ce patient-là. La radio nous a conduit à rapidement envoyer ce patient se faire opérer de l'aorte dans les quelques jours qui ont suivi. Voilà, donc on est dans les diagnostics différentiels maintenant des formes cliniques que vous avez vues. Vous allez voir encore un peu de sémiologie électrique. C'est une femme de 28 ans qui a une douleur thoracique de durée 1h30, qui a des vomissements, et la question est qu'il y a des sus-décalages de ST chez elle, hein, chez lui, pardon. Sus-décalage de ST qui prédomine comme dans la péricardite en territoire inférolatéral, donc faut pas généraliser non plus, hein.
faut chercher les autres signes. Alors, est-ce qu'il y a un sous-décalage de PQ? Ben non, il n'y a pas vraiment de sous-décalage de PQ qui explique ce sus-décalage. Là non plus, là non plus, là non plus, ça va pas trop bien pour un sus-décalage de type péricarditique. Donc on doit évoquer bien entendu l'infarctus, il faut toujours évoquer l'infarctus et le traiter au moindre doute. Alors comment on va peut-être avancer vers le diagnostic d'infarctus? D'abord il y a une onde Q un petit peu profonde là, bon ça ne va pas nous faire avancer beaucoup. Il y a un petit miroir, léger, il n'y a pas de miroir dans la péricardite. Donc on est en présence probablement d'un syndrome coronaire aigu, le simple fait qu'il y ait une anomalie du QRS et qu'il y ait un miroir. Et surtout pas de sous-décalage de ST, tachycardie, microvoltage. C'est vraiment, en cas de doute, le syndrome coronarien, il est traité comme tel et c'est la couro ou l'écho qui feront le diagnostic, mais c'est pas sur un électro qu'on peut formellement éliminer l'un ou l'autre de ces diagnostics. Voici un jeune homme de 28 ans qui a une douleur thoracique atypique, on lui fait un électro, puis là on est frappé par tous ces signes électriques que je vous ai mis là. Un sus-décalage diffus du segment ST. Un sus-décalage diffus, ça vous évoque bien entendu la péricardique, vous avez raison, mais en plus il a des grandes ondes T, vous voyez, en V2, V3, donc vous cherchez les autres signes, et là vous ne voyez pas de sous-décalage de PQ ici, pas du tout, du tout. Donc vous vous dites, mais ça c'est pas normal, en plus il y a une atteinte de VL, ce qui n'est pas banal dans la péricardite, au contraire on l'a vu, il n'y a pas de sus-décalage de ST en général en VL ni en V1. Qui sont respectés, donc peut-être qu'il s'agit d'un diagnostic différentiel, et vous trouvez maintenant des signes en AMAC, ce segment ST il a une forme typique en AMAC, il y a une transition précoce, c'est-à-dire que l'onde d'air est très grande tout de suite DV2, DV3, elle est maximum en V4, et il y a une petite onde J qui termine un certain nombre de QRS, donc c'est une variante de repolarisation très fréquente, qu'on appelle une variante mixte masculine et précoce, masculine à cause des grandes ondes T ici, et précoce à cause des ondes J. Donc cet électro pseudo-péricarditique, s'il ne repose pas sur une clinique solide, s'il ne bouge pas, eh bien, il a tous les critères d'une repolarisation, d'une variante de repolarisation normale. C'est une femme de 74 ans, elle est fumeuse, elle est arrivée un matin comme ça avec une douleur intense depuis plusieurs heures, elle ne voulait pas venir à l'hôpital, et on regarde son électro, on est frappé par le segment ST, là on se dit, mon petit bonhomme, douleur du petit matin chez une grosse fumeuse, c'est un infarctus. Alors regardez bien ensemble, infarctus ou péricardite, vous pouvez appuyer sur pause, sinon je vais continuer. Alors là, le segment ST, effectivement, il est visible en V2, V3, en plus il y avait un petit ton de cul là, on peut se demander si c'est pas une nécrose débutante. Donc on va chercher des signes, on va lire le CG complètement, et quand on le lit complètement, on voit qu'il y a un petit segment ST légèrement sus-décalé ici, bon, là aussi un petit peu, là aussi quand même, là aussi, et finalement là aussi. Le PQ peut-être qui penchouille un petit peu aussi ici, mais quand l'onde P n'est pas voltée, vous savez que vous ne pouvez pas voir un sous-décalage de ST si l'onde P est toute petite, puisque le segment ST dépend de la forme et la taille de l'onde P. Donc là, vous l'avez là quand même, il y a un petit sous-décalage de PQ qui est quand même assez troublant. Donc on est en présence d'une dame qui a un sous-décalage de PQ, un segment ST diffus. Vous voyez que c'est pas facile de faire le diagnostic soit d'infarctus, soit de péricardite, mais ça permet de se calmer un petit peu, d'avoir la sous-décalage de PQ, c'est assez rassurant. Évidemment, c'est là que c'est très important d'avoir une écho pour voir s'il y a une infarctus entéroseptal à l'écho, ou s'il y a un petit peu de jus parfois, ou en tous les cas si la contractilité est totalement respectée, et on va faire des ECG dynamiques, c'est ça qui va faire le CG, le traitement, tout en envoyant cette dame dans un centre de coronarographie, où le diagnostic final sera une péricardite, vous voyez qu'on peut en faire à tout âge et que le diagnostic n'est pas toujours facile. Mais grâce au territoire multiple de la péricardite, c'est du segment ST, le PQ descendant, le ST concave, et puis les autres examens normaux, on va pouvoir la traiter comme telle. Voici un homme de 62 ans qui a une douleur thoracique gauche. Alors là, plutôt brutale. Et vous faites l'électro, et là vous vous dites, bingo, tout est microvolté, tout est tachycarde, c'est une péricardite, c'est sûr. Même elle est vraiment, il y a probablement beaucoup de liquide. D'ailleurs, vous regardez bien les QRS et vous voyez que les QRS ont ce qu'on appelle une petite alternance électrique, presque un coup sur deux, un coup sur trois, il y a le QRS qui change d'axe. Et ça, vous savez que vous l'avez vu dans le premier cours, c'est un signe d'épanchement péricardique abondant, et donc vous y allez de votre épanchement. Sauf que, il n'y a pas de ST+. Et il n'y a pas de sous-décalage de PQ. Vous voyez leur importance. Le sous-décalage de ST n'existe pas, le sus-décalage de ST n'existe pas. Ce patient,
Et il a un pneumothorax gauche qui est tout simplement le diagnostic différentiel. Il faut quand même des signes d'atteinte péricardique, pas simplement des signes indirects comme l'alternance des QRS ou le microvoltage pour faire le diagnostic de péricardite aiguë. Voilà, alors on va s'entraîner un petit peu. Vous pouvez appuyer sur pause si vous voulez souffler, regarder ces deux ECG et me dire quel est celui qui est une péricardite. Avec la technique que nous avons utilisée, moi je vais continuer. Donc à droite ou à gauche, à droite on a un sous-décalage de PQ très net, c'est comme ça qu'il faut regarder l'ECG, très très net. Les ondes T sont amples, comme dans la péricardite, ça le va bien. Et on a un petit segment ST diffus, vous voyez ici, ST+, qui respecte le V1, ça fait bien. Les ondes Q et les QRS sont tous bien. Donc on peut vraiment porter le diagnostic de péricardite aiguë, tandis qu'à droite, on a un QRS qui est modifié, vous voyez, rien à voir avec celui-là. Il est réduit de taille, l'onde S a disparu ici par rapport à celui-là. Les ondes T sont très grandes, mais il n'y a pas de sous-décalage de PQ. V6 est respecté, alors que V1 n'est pas respecté. Donc on est vraiment en présence de quelque chose qui ressemble plus à un infarctus, modification des QRS, ST+, avec des grandes ondes T, plutôt dans le territoire septal que dans le territoire latéral. Enfin, pas de sous-décalage de PQ, voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir à chaque fois. Alors on va continuer, voici deux Africains qui ont l'un une repolarisation normale et l'autre une péricardite. Alors là vous voyez que c'est à peu près le même aspect, sauf que on peut se demander où est la péricardite. C'est pas très compliqué. À gauche, vous avez l'onde J qui va bien. Le segment ST, les grandes ondes R en V4, c'est ça la repolation africaine, une belle onde J qui prédomine en V3, V4. Un segment ST en hamac, de grandes ondes R parfaitement respectées, pas de sous-décalage de PQ. Et puis la fréquence cardiaque est lente, car cette repolation précoce disparaît avec la fréquence cardiaque. Donc chez ce patient à droite, qui a une fréquence à 120, c'est pas normal d'avoir une repolation africaine. Au contraire, elle devrait disparaître. Et là, elle est majorée. 5 mm, sous-décalage de PQ. Vous voyez ? Donc cet ensemble de signes, sous-décalage de PQ, majoration du segment ST, fréquence cardiaque exagérée pour la repolation précoce, c'est une péricardite. Donc vous voyez qu'elle ne domine pas en V6, des fois ça arrive, mais qu'elle domine un petit peu en V1, ça peut arriver. C'est une péricardite aiguë qui ne peut pas être prise pour un syndrome de repolarisation précoce. Alors on a bientôt fini, celui-là je voudrais vous le montrer rapidement parce qu'il y a un magnifique sous-décalage de PQ, il est diffus, on le voit un petit peu partout, vous voyez cette façon de plonger. Le sous-décalage de PQ n'est pas un signe pathognomonique de l'épanchement péricardique, de la péricardite aiguë atriale plutôt, mais c'est un signe parfois qu'on observe dans les repolations adrénergiques lorsque les gens sont rapides. Certaines personnes, qu'elles soient rapides ou lentes, ont un segment PQ qui se prolonge jusque-là, on appelle ça une repolation atriale. Vous pouvez toujours prolonger le segment ST vers le segment PQ, et c'est en cupule, et c'est une repolarisation atriale, ça n'a pas de valeur sémiologique, ça disparaît avec le ralentissement de la fréquence cardiaque, ou au contraire ça disparaît avec l'accélération de la fréquence cardiaque, ça dépend de ce qui l'a généré, ce n'est pas un argument en soi pour une péricardite aiguë. Voici une femme de 40 ans qui a fait un arrêt cardio-respiratoire qui a été récupéré. Et on note encore le microvoltage, la tachycardie, on peut s'interroger sur la péricardite aiguë. Vous pouvez appuyer sur pause si vous êtes fatigué, mais moi je vais continuer. De quoi peut-il bien s'agir ? On peut trouver le diagnostic de ce patient, il faut de la rigueur. On va commencer par le sous-décalage de PQ qui n'existe pas. Vous voyez, pas de sous-décalage de PQ, extrêmement minime, en tous les cas, on voit que par rapport à la ligne de base, il y a un petit sous-décalage, mais c'est parce qu'il est tachycarde, ce patient. Là, il n'y a pas de sous-décalage vraiment net, c'est vraiment minime, enfin, on n'achète pas, quoi. Vous voyez, regardez ici, les deux sont quasiment à la même hauteur. Maintenant, il est rapide, on a vu qu'un sous-décalage de PQ, quand on est rapide, ça peut se voir, donc on ne va pas complètement l'éliminer, mais on est frappé par les QRS, ils sont anormaux, ces QRS. Regardez, vous avez un segment S1, Q3, un retard droit, et enfin, vous avez des ondes T inversées en V1, V2, V3. Le diagnostic différentiel, ce n'est pas l'épanchement péricardique à cause du microvoltage. Ce sont des signes de souffrance ventriculaire, droit et surtout septale, tels qu'on les rencontre dans l'embolie pulmonaire. Alors, pourquoi on les rencontre dans l'embolie pulmonaire ? Regardez, vous allez comprendre. Voici le septum. Regardez comme il est écrasé par le ventricule droit qui est dilaté. Donc ce septum, il est écrasé, on comprend que V1, V2, V3 présente des anomalies. Et au niveau du ventricule droit, que sont les dérivations VR et V1,
on voit ce sus-décalage de ST qui est lié au fait que le VD est dilaté. Donc souvenez-vous, ST+, VR, V1, c'est un bon signe d'embolie, et les ondes T négatives en V1, V2, V3 de souffrance absolument septale. Voilà, le microvoltage est lié à l'anatomie de cette personne et du massage peut-être. Après un massage, on a un petit peu d'eau un peu partout dans le corps. Voilà, alors justement, on va faire le contraire maintenant, on va se méfier, parce qu'on a vu l'embolie pulmonaire, mais ce patient nous a été adressé pour embolie pulmonaire. Dyspnée, douleur thoracique, et là on fait l'électro, effectivement, on se souvient qu'il y a le SD1Q3, le fameux S1Q3. C'est Q3 exactement le signe ici. La tachycardie, les ondes T négatives qui sont en V1, V2, V3, on achète la péricardite, l'embolie pulmonaire, comme ça, mais il faut tout regarder. Et là, pour le coup, là, vous voyez qu'on a le microvoltage, qu'on a le sous-décalage de PQ qui va bien et le segment ST ascendant. Donc cette association nous fait remettre en question le diagnostic d'embolie pulmonaire, parce qu'il existe des signes d'épanchement péricardique. Le microvoltage, le PQ sous-descendant et le segment ST diffus qui va bien. Donc cette patiente, sur l'électro, on pouvait redresser le diagnostic non pas d'embolie pulmonaire, mais d'épanchement péricardique, et il s'agissait d'une tuberculose chez une jeune asiatique. Voilà, alors encore un ou deux diagnostics différentiels, devant des microvoltages, ça nous fait réviser la médecine, microvoltage diffus, ça c'est très net, des segments ST qui sont sus-décalés de façon diffuse, vous évoquez la péricardite, et vous avez raison, mais vous cherchez les autres signes de la péricardite. Et là, ils n'y sont pas. Il n'y a pas de sous-décalage de PQ, pas de sous-décalage de PQ. Et à la place, il existe des anomalies des QRS. Alors ça, c'est pas très bon. Les anomalies des QRS, ça fait pas vraiment péricardite aiguë. Soit c'est une myocardite, mais dans ces cas-là, on ne comprend pas très bien pourquoi le QT est long et qu'elle a convulsé cette femme avec insuffisance cardiaque. Donc cette association de signes avec un QT long, des anomalies de long de cul, c'est un Takotsubo. Bon voilà, il faut connaître, savoir, c'est un ECG assez typique qui respecte, comme le Takotsubo respecte le segment ST en V1, comme dans les épanchements péricardiques. Et en revanche, il existe un ST+, en D2, c'est un bon signe de Takotsubo aussi. Alors là, c'est une patiente de 52 ans qui a microvoltage et tachycardie, on revient là-dessus, ça ne suffit pas, mais il faut évoquer le diagnostic. Alors le sous-décalage de PQ, là on ne le voit pas vraiment, ça ne saute pas vraiment aux yeux, quoi qu'il y en a un léger, mais il est lié au fait que l'OMP est très pathologique. Donc il y a une repolarisation atriale qui est liée à l'OMP qui est très très pathologique, on n'a pas vu des ondes P comme ça tout à l'heure, des ondes P avec une hypertrophie auriculaire gauche très importante comme ça, et les QRS aussi sont très bizarres. Donc microvoltage tachycardie, ça peut se voir dans l'insuffisance cardiaque à cardiopathie dilatée. Les gens ont un petit peu le cœur très épais, ils n'ont pas des voltages de QRS très importants. Ils ont des petites anomalies des QRS ici, vous voyez les noms de Q qui commencent des V3, des QRS très peu voltés, et il n'y a pas de sous-décalage de PQ dans les dérivations V4, V5, V6, pas du tout, pas de ST+, non plus. Cette patiente a un microvoltage et une tachycardie en rapport avec une cardiomégalie de cardiopathie dilatée. Voilà le traitement maintenant, donc je sais que vous pouvez quitter le diaporama, sinon très rapidement pour vous parler des vraies bases de Guidelines 2013, elles sont très simples. Des anti-inflammatoires pendant 1 à 2 semaines. Et ça marche très très bien, 10 à 14 jours, assez dégressif, c'est 3 grammes par jour ou 750 x 3 selon les poids. On peut donner d'autres anti-inflammatoires comme l'ibuprofène ou l'indocile. On ajoute de la colchicine, en général 1 par jour chez les patients de 70 kg ou moins, pendant 3 mois, pour prévenir les récidives, ce sont des recommandations de niveau 2A. Les corticostéroïdes doivent être évités, bien sûr, évidemment, sauf s'il y a une maladie auto-immune comme le lupus de notre ami tout à l'heure. Et ce sont des petites doses, presque un quart à un demi-milligramme kilo, pendant 2 semaines, voire 4 semaines, si c'est une récidive. Puis on arrête doucement, surtout. La péricardiosynthèse, je passe sur les indications, elles sont toutes écrites là-dedans, les contre-indications, le traitement, c'est pas trop le problème ici, et je voudrais juste vous montrer comme quoi ça marche bien l'aspirine. Cet homme de 31 ans qui a fait une péricardite virale, il a, après 3 jours d'aspirine, regardez, ça va très vite. D'abord l'aspirine par voie intraveineuse soulage très vite les gens, c'est quasiment un signe diagnostique. Le CG se normalise en quelques jours, comme vous pouvez le voir ici, c'est habituel, ce patient a été suivi en ambulatoire
et tout est rentré dans l'ordre après une dizaine de jours de traitement. Hein. Donc en conclusion, vous vous souviendrez que les signes ECG associent inflammation du péricarde, épanchement et myopéricardite. On les voit toutes les trois à droite, surtout dans le domaine inférolatéral. Les diagnostics différentiels, en premier le syndrome coronarien qui est difficile à éliminer. Enfin, les variantes de repolarisation, on les a vues, hein, le syndrome de repolarisation précoce, la repolarisation atriale. Et enfin, des diagnostics qui sont de cardiopathie aiguë, comme un pneumothorax, une embolie pulmonaire ou une cardiomyopathie dilatée décompensée. Hein. Voilà, le pronostic, il est bon en général des péricardites aiguës inflammatoires. Hein, c'est des anti-inflammatoires 10 à 14 jours avec un peu de colchicine. L'hospitalisation est réservée aux formes complexes. Je vous remercie. Hein. Vous trouverez les références qui vont bien. Et puis des références avec des liens téléchargeables, vraiment, avec des vidéos sur comment vider un épanchement péricardique. Sur cette diapositive, c'est ce qui est le plus intéressant à mon avis, en 2014. Et comme toujours, d'autres sources d'informations au format livre, hein, le livre américain, meilleur livre d'électrocardiogramme, le site français pour les traductions, mon site pour les définitions, et puis comme toujours, les autres définitions vidéo et cours. Je vous remercie.